Bienvenue dans le podcast Le poids des kilos, l'émission consacrée à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors bonjour, moi c'est Céline Sleeve, opérée de chirurgie bariatrique et ici, toutes les 2 semaines, que ce soit en solo ou avec des invités, on va parler de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits en lien avec ce type de chirurgie. Que vous envisagiez une intervention chirurgicale, que vous souteniez un proche, ou que vous souhaitez simplement en apprendre davantage sur ce que traversent les personnes souffrant de surpoids, ce podcast est fait pour vous. Alors prenez un café, installez-vous et surtout préparez-vous à vous remettre en question sur les croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Le poids des kilos, c'est votre sas de décompression, notre boost de réconfort où la parole et les expériences de tous comptent. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cet épisode où on va aborder des sujets sur lesquels il n'est pas forcément évident de libérer la parole, mais qu'il est vraiment nécessaire de mettre en lumière pour souligner l'importance d'être pleinement acteur de sa vie, mais aussi de sa santé et de sa chirurgie. Dans cet épisode, on va vous prouver que malgré les épreuves, malgré la prise de poids qui ne semble plus s'arrêter, même quand notre estime de soi semble au plus bas, on peut se relever et enfin prendre les décisions qui sont en accord avec la femme que l'on a toujours voulu être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Lebossé. Alors Sandrine, connue également sur le pseudo Sandre Mum Boss sur Instagram, elle a plusieurs casquettes. Coach en beauté, formatrice, très engagée pour les droits des femmes et leur bien-être. Mais ce soir, c'est plus particulièrement la patiente et l'auteur qui m'intéressent. Car oui, elle a écrit aussi un livre, Le poids de ma première vie, où elle nous fait part de son vécu avec l'obésité, mais aussi de comment elle a réussi à transformer ses traumas en force et repris le contrôle de sa vie. Préparez-vous à être inspiré et motivé par cette histoire de résilience, de transformation personnelle et de découverte de soi. Bonsoir Sandrine. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi? Eh ben, limite, j'avais la petite émotion qui est montée, tu m'aurais presque Ah, tiré une petite larme, c'était t'as vu, fort. hein? Eh, c'est que je bosse un petit peu avant, faut pas croire. Ouais, je vois ça, c'était pas mal, ça m'a plu. Eh, franchement, ça me donne envie de me rencontrer. Écoute, je vais te dire, cet après-midi, je me suis replongée un petit peu comme ça dans ton livre que j'avais déjà lu, mais pour, tu vois, me rafraîchir un petit peu Hein? les idées. Même en le relisant, certains passages, j'ai pas eu le temps de tout relire, là, en quelques heures, mais Mmh. ça m'a franchement bouleversée parce qu'on a beau peut-être pas avoir les mêmes, traumatismes, les mêmes expériences de vie, il y a quand même des choses qui sont communes à beaucoup de femmes. Mmh. Et je t'avoue que j'étais à un moment, j'étais un peu, je vais pas dire, bouleversée, mais un petit peu perturbée et je me suis dit: «Ouh là là, avant d'interviewer Sandrine, je vais prendre un peu de recul parce que ça m'a quand même encore profondément touchée» et je vous recommande très sincèrement et c'est pas parce que, Sandrine est là et que c'est cet épisode, de lire son livre parce que alors je suis désolée messieurs, mais en tout cas en tant que femme, ça nous parle énormément. Ça renvoie à beaucoup de choses, ça ne peut que vous aider et vous donner beaucoup d'espoir. Voilà. Donc allez, ma petite Sandrine, je te laisse te présenter et puis, après on enchaînera les petites questions. D'accord. Bah, alors comme tu l'as dit, bah, alors moi, donc Sandrine, j'ai 48 ans, je suis maman solo de 3 grands ados, hein, qui vont avoir 18, 19 et 21 ans, donc Ouais. j'ai bien travaillé. Ah bien travaillé, ça va, c'est bon. Tu as fait ta part. J'ai bien travaillé. C'était sport quand ils étaient petits, mais bon, maintenant l'avantage, voilà, ils sont grands et c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, moi, c'est assez compliqué. J'aime me définir comme quelqu'un de multipassionné. Oui. Je trouve qu'en fait, c'est ce qui me définit le mieux parce que j'ai plein de choses qui me passionnent dans la vie. Je suis une curieuse, je suis une grosse curieuse. Je trouve que la curiosité est une très, très belle qualité. Bon après, bon, en France, on aime bien mettre les gens dans les cases. Ah ça TDAH, hyperactivité, blablablou, blab enfin bon, on me détecte ça à 47 ans, j'ai envie de te dire que ça m'a jamais empêché de vivre, hein. Je pense que c'est plus fatigant pour les autres que pour moi-même, finalement. véritablement. Finalement, ça m'empêche pas d'avancer, de faire des projets, d'écrire, donc voilà. Coach de beauté, Oui, ça m'a énormément aidée. Ça oui. m'a énormément aidée parce qu'en fait, en accompagnant les gens,
alors majoritairement les femmes, j'ai pris soin de moi. Oui. J'étais à une période où j'étais pas bien, où je me laissais totalement aller, donc beaucoup, je pense que ça va résonner en vous, un moment où limite on va regarder que son visage, on fait abstraction de son corps ou même certaines ne regardent même plus leur visage, ne prennent plus soin d'elles. Bon, maquiller, on n'est pas obligé de se maquiller, on s'en fiche, mais prendre soin de soi, moi je faisais plus grand chose et du coup, en accompagnant les femmes, bah, il faut être un petit peu crédible. Donc si moi-même, je fais rien et que c'est pas cohérent. Oui. Donc j'ai pris soin de moi en même temps. En faisant du bien aux gens, beh, je me suis fait vachement de bien. En accompagnant les personnes, bah, ça m'a nourrie. Du coup, comme tu te sens bien, il y avait moins besoin de combler par la nourriture, par Ah! exemple. Ça y est, on y vient vite à l'aliment doudou, hein, à chaque Ah fois. beh oui, c'est ça, c'est que, bah, après, bah, moi très clairement, hein, tu sais, moi j'ai toujours mangé mes émotions, hein. J'étais stressée, je mangeais, j'étais en colère, je mangeais, j'avais peur, je mangeais et puis bon aussi quand on est content, on a envie de fêter puis on mange. Oui, bah, oui, bah, Enfin c'est voilà, ça, il y a tu vois? aussi le côté un peu gourmand, manger, c'est aussi se faire plaisir, hein, enfin, il y a pas de mal à manger, Bah, bien sûr, voilà, mais oui. bah, Mmh mh. bien sûr. Du coup, tu as toujours eu des soucis de poids depuis le début? Alors non, Non. enfin assez tôt quand même on va dire. En fait, bah, j'ai commencé à grossir à l'âge de 7 ans. Ouais, Mais pourquoi 7 ans? Parce qu'à la base, j'étais pas un gros enfin, quand j'étais petite, j'étais pas épaisse, hein et en fait, j'ai grandi ma petite enfance en Savoie. Ma maman est savoyarde parce qu'en fait, j'ai perdu mon père, j'avais 15 mois. Mon père a eu un accident et est d'accord, décédé. d'accord. Donc on habitait en Normandie, mon père était normand et ma maman est originaire de la Savoie. Donc en fait, ma mère, elle a été, hospitalisée, elle a fait une grosse dépression. Elle s'est retrouvée veuve, à 28 ans avec 3 enfants en bas Oh âge. là là! Moi, j'avais un 15 mois, mon frère avait 2 ans, 3 ans et demi, ma sœur 5 ans et demi. D'accord, Donc c'était un peu compliqué. oui, Donc elle a été hospitalisée, je ne sais même pas combien de temps, mais a priori un certain temps. Donc nous, on a avec mon frère et ma sœur, on a été vivre chez nos grands-parents, maternels, donc chez ses parents, donc à Chambéry. d'accord. Donc d'un an et demi d'un un peu moins d'un an et demi jusqu'à 5 ans, on était chez nos grands-parents. Après ma mère, elle nous a récupérés. On était dans un petit appartement, à Chambéry lorsqu'on avait une maison en Normandie qu'elle louait, donc elle a récupéré la maison et c'est comme ça que, bah, on a quitté, la famille, en Savoie pour venir en Normandie D'accord. et je pense que c'est enfin, je sais pas, voilà, c'est à ce moment-là après qu'il y a eu, Peut-être été un peu un chamboulement pour toi à ce moment-là et ouais, je pense que c'est ça parce qu'en plus, tu sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas les portables, ça coûtait super cher le téléphone, oui, vraiment oui, très, oui, très oui, cher. oui, Nous, oui. c'était Faut se remettre dans le contexte aussi, oui. on appelait le dimanche parce que le dimanche, c'était un peu moins cher. Les téléphones, c'était des factures, faramineuses. Oui, 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 On oui. n'y allait pas souvent. Bah, oui. Donc je pense qu'après, il y a eu ça parce que Inconsciemment, il y a peut-être eu, oui, quand même je pense un qu'il y a eu la fracture comme ça. Je pense que c'est un truc qui a dû agir parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à grossir. Alors au début, tranquillou et puis après petit à petit et puis après, moi j'étais la bonne vivante, hein. J'étais grosse mais bon, je suis quelqu'un de super sociable donc j'avais des amis, je déconnais, à la rigueur les gens disaient: «Bah Sandrine ça va, tu vois? Elle se prend pas la tête». À 16 ans, j'avais mon amoureux, enfin voilà, tu vois la vie. oui, ça a pas eu un impact sur ta vie sociale. Non, non. Alors j'avais dû faire peut-être un ou 2 régimes histoire de Ah, dire, quand même! oui, Oui, parce qu'à un moment, c'est quand des fois pour aller s'habiller alors j'ai beau être grande, c'était quand même compliqué, tu vois? oui, Quand tu as 15 ans, 16 ans, tu arrives pas à t'habiller, c'est compliqué. oui, bah, oui, oui, c'est sûr. La fois où j'ai vraiment commencé à perdre du poids, j'habitais à Paris. J'ai quitté la Normandie assez tôt, à 21 ans. D'accord, J'avais trouvé une annonce pour m'occuper de 2 petites filles dans le 17e. Nourries, logées, blanchies, c'était la seule façon que j'avais de venir et là, j'ai commencé à faire un peu plus attention à ce que je mangeais. Je suis allée au sport, c'est la première fois que je m'inscrivais dans une salle de sport parce que le sport et moi, c'était pas mon ami. Mes profs au collège et au lycée, je pense qu'il y en a plus d'un qui a voulu se suicider à cause de moi. C'était compliqué. Ah non, c'est sauf le badminton d'accord. et le basket. Le truc que j'aimais, j'y allais. En fait, quand tu aimes un truc, tu y vas, si tu aimes pas, Ah faut ouais. pas chercher. Voilà, c'est un peu, blanc-noir, j'ai l'impression. C'est ça aussi le problème, c'est que j'ai un côté un peu je sais pas faire le juste milieu. Oui, C'est chiant. J'ai vachement de mal avec ça. Quand c'est dans le bien, c'est cool, oui, mais c'est ça le fait aussi dans le pas bien. ouais. Ça a pu t'apporter des problèmes aussi? Ah Un peu? Ce côté un oui! peu Ah oui! oui, bah, oui. Pourquoi je pose la question? Oh oui! Tu sais, j'avais fait ça et franchement, j'avais perdu, 27 kilogrammes. Rien qu'en en reprenant du sport? Ah ouais? En mangeant correctement Ah oui, et en faisant du sport. d'accord. Mais vu que moi je faisais jamais rien avant, donc forcément mon corps il était pas détraqué, tu vois? Oui. Et en fait, cette connerie d'injonction à l'époque, qu'on doit faire 10 kilogrammes en dessous de sa taille. Ah là 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 là. On l'a tous, Et voilà, et c'est ça qui m'a rendue malade, qui m'a tout détraqué. Parce qu'à l'époque, je devais faire, je crois que je faisais 78 kilogrammes.
Je mesurais 1,79 m, donc tu vois, pour moi, j'étais trop grosse. Aujourd'hui, à ce poids-là, je franchement, même à la rigueur, enfin, je me trouve un peu pas très épaisse, tu vois? Oui, bah, oui, Hem oui, oui. et à l'époque, mais maintenant avec le recul, je me dis: «Mais mon Dieu, mais j'étais très bien». Donc je suis allée voir un médecin dans le 17e qui m'a fait faire la diète protéinée. Ah, Alors, oui, c'est pas difficile parce que tu as pas faim. Par contre, ton porte-monnaie, il maigrit bien aussi, mais c'est pas grave. Donc j'ai perdu 13 kilogrammes assez Mmh. rapidement, sauf que et ça m'a foutu des compulsions. Ah bravo! Alors moi, j'étais une bonne vivante. Oui. Voilà, je tapais ça, j'étais là, mais je culpabilisais pas. Des fois, je disais: «Bon, peut-être un petit peu», mais Tu avais un rapport sain avec la nourriture. C'était ouais. j'aimais bien manger et voilà, je mangeais bien, je m'en foutais Oui, et je m'en oui. foutais. Mmh. Et là, après, bah, problème de boulimie, enfin, ça a été très, 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 très compliqué, Ah, hein. ouais, des vraiment de vrais TCA? Ouais, Ouais. ouais, je l'ai refait plusieurs fois parce que après je regrossissais donc je l'ai refait ça a et en fait, ça te vrille complètement la tête et complètement, ton métabolisme et au final, bah, après j'ai galéré pendant quand même plusieurs années avec la boulimie. Ça m'a valu 2 tentatives de suicide. Ouh là, À 23 ans? d'accord. Bah oui, parce que ça devenait trop insupportable et je pensais que j'allais jamais m'en sortir et j'en pouvais plus. Alors je pense pas que c'était une véritable envie de mourir, c'était juste que c'était trop dur et qu'il fallait qu'on m'aide. Il fallait que ça s'arrête. C'est que ça s'arrête quoi? Ton rapport à l'alimentation ou vraiment, l'obsession de Non, non, maigrir? les crises. En fait, je faisais de la boulimie anorexie. Je pouvais, par exemple, pendant 3 jours ne pas manger. Je buvais du café, je fumais des clopes. Oh là C'était ça et puis forcément, je là. craquais et après je bouffais Après tu as la culpabilité et puis voilà et ah bah, tu sais, l'engrenage. Moi, tu sais, j'ai fait les extrêmes. J'ai vécu un peu à La Réunion. Quand je suis revenue de La Réunion, donc j'étais dans ma phase un peu anorexie. Alors je faisais 1,79 m, oui. je faisais 57 kilogrammes. C'était pas très épais, je te le dis, hein. Non, bah, non, non, j'imagine, oui. Et beh, moi, je me voyais énorme, j'étais grosse. Oh la vache. À cette époque-là, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. D'accord, C'était peu de temps avant la première ten enfin, j'ai après les 2 tentatives de suicide, elles se sont enchaînées en d'accord. première, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont gardée genre 2 jours, je suis ressortie. J'ai déconné pendant une semaine, à m'anesthésier, puis après un soir, j'ai pété un câble, j'ai recommencé. Par contre là, ça m'a chicoté un peu parce que j'ai été hospitalisée, j'avais pas mon mot à dire. Oui. Donc je me disais: «Bon, un jour, 2 jours», j'ai demandé à rentrer chez ma mère. On m'a dit: «Non madame, vous ne sortez pas». Ah oui. Et je dis: «Beh si». «Bah non». Et j'étais majeure, hein, mais en fait, comme tu es un danger pour toi-même et ben, on te protège de toi-même. Ah ouais. Donc pendant 15 jours, ça te remet les idées en place quand même. Et puis après, bah, je suis retournée à Paris, j'ai trouvé un boulot et puis, bah, après j'ai trouvé un psy et j'ai commencé, à voir un psy très, très régulièrement donc ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps puis, j'ai dû le voir pendant plus de 2 ans le psy. Ouais. Après j'ai rencontré mon ex-mari et la vie a pris un peu le dessus parce qu'il y a un moment aussi, c'est le problème c'est qu'une addiction est souvent remplacée par une autre. Oh là! Donc moi des addictions, j'en ai eu plusieurs. D'accord. Donc après ça a été l'addiction au sport. Ah, Mais le problème, c'est que j'avais pas du tout de vie sociale, tu vois? À l'époque, je ne sortais pas, je refusais les invitations parce qu'il fallait manger ou il fallait boire un coup. Je sortais pas parce qu'il fallait que je sois en forme pour aller à la salle. bah, tu t'isolais complètement d'une vie sociale, quoi? Ouais, 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 totalement. Bah, tu sais, je commençais à midi le boulot, donc en fait, le matin, déjà, j'allais me taper 2 heures tous les matins avant d'aller au taf. Donc déjà, du lundi au samedi, c'était 2 heures tous les matins et le dimanche, je crois que j'allais à la salle vers les 10 heures, un truc comme ça et j'allais jusqu'à 17 heures. Il me semble que ça a un nom, l'obsession au sport comme ça. Je j'arrive plus à trouver le nom, mais je Ouais, il y a la ouais. bigorexie, enfin, c'est en vrai, c'est, l'addiction au sport, tu as la bigorexie. Oui, bah, c'est ça, c'est toi qui en parles, je crois, il me semble dans ton livre, Ouais, oui. D'accord, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais et donc tu vois? Et le dimanche, à l'époque, ça existait, ça n'existe plus, c'était les substituts de repas, les menus minceurs. Donc je faisais du sport de 10 heures du matin jusqu'à 17 heures en prenant un menu minceur. C'était ça ma vie. On est beaucoup de notre génération à avoir, eu ce truc-là, hein. Ah là là, une catastrophe. C'est bousiller la santé de fou. Tu sais, j'ai commencé mon premier régime, donc quand je suis arrivée à Paris, j'étais à 105 kilogrammes. Ouais. Alors après, bon, il y a aussi les grossesses et cetera. Il y a eu des épreuves dans ma vie qui m'ont fait aussi, j'avais doublé mon poids et puis après jusqu'en 2006, après la naissance de ma fille, ma dernière, bon, j'étais à Ah là 140 là, kilogrammes. ouais, ça n'a cessé après de monter, 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 monter. Bah oui et donc j'étais arrivée à 140 kilogrammes D'accord. et c'est là qu'après, bah, du coup, je suis allée voir un médecin et j'ai dit: «Voilà, je voudrais un anneau comme on voit les gros à la télé». Ah ouais? Je ne connaissais absolument rien à la chirurgie bariatrique, tu t'en doutes bien. Ouais et comme ça t'a pris d'un seul coup? De te dire, Oui, oui. quel a été le déclic, en fait, pour te dire: «Là, maintenant, faut que ça s'arrête, j'y arrive plus, ça va pas», Alors pour le contexte, moi j'étais séparée, je me suis séparée pour violence conjugale. D'accord. Donc je me suis séparée, c'était le jour de mes 30 ans, la fois de trop, le jour de mes 30 ans et j'étais enceinte de 3 mois de la dernière. Donc Ouf. si tu veux, j'ai fait ma grossesse toute seule, enfin ça a été très compliqué, je travaillais
Mmh. Mentalement, tu allais comment à cette époque? Enfin, tu devais être, Alors très honnêtement, justement, c'est pour ça que je te dis, en fait, j'étais morte à l'intérieur. Moi, j'étais morte à l'intérieur. J'étais en pilote automatique, c'était, fallait s'occuper des enfants. Quand je suis rentrée de la maternité, mon fils les 2 derniers ont 1 an d'écart. Donc mon waouh. fils s'est mis à marcher. La grande, elle avait 3 ans et demi. La petite, elle passait son temps à téter. Aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai tenu le coup, mais Oh là là. c'était tellement dur et tu sais le truc mais ça m'a appris à relativiser les choses parce que quand ma fille, elle avait 6 mois, j'étais tellement épuisée. J'avais des problèmes de canal carpien, je m'en tu sais, à force, tu sais, à m'endormir sur elle. Enfin, j'étais tellement épuisée parce que 3 rythmes différents, 3 âges différents, 3 rythmes Oui. différents. Alors moi, j'ai eu des jumeaux, mais du coup, c'était le même rythme. Mais effectivement, quand ils sont très rapprochés comme ça, tu peux pas. 3 rythmes différents. On dit des jumeaux, mais je pense pas que des enfants rapprochés comme ça, ce soit si simple non plus, Après hein. c'est pire parce que c'est 2 rythmes différents. Bah oui, oui, oui. Et en fait, j'étais tellement épuisée, j'ai dit: «J'en peux plus, je vais craquer» et bon, j'étais tout le temps en vadrouille avec mes enfants, donc il y avait la poussette et je les avais emmenés à la Villette, un grand parc à côté et à un moment, je voyais plus ma grande, j'étais en panique, et en fait, j'étais en tongs, j'ai glissé, je suis assez fragile des os et crac! Donc non seulement j'étais toujours, mais épuisée de malade mentale, mais en plus après j'avais le pied pété. J'ai des copines qui disaient: «Sandrine, tu nous faisais tellement pitié» parce que j'avais une poussette double. Bah oui, oui. Je mettais mon fils devant, la petite qui dormait derrière et dessus je mettais la grande, assise sur la poussette et tu me voyais passer avec mon orthomarche parce que j'avais dit: «Je peux pas avoir de plâtre, je suis toute seule avec les enfants, les bébés, je dois porter». Donc j'avais une orthomarche. Donc tu sais, un gros truc en fer, tu mets ton pied dedans là Je vois. et tu me voyais pousser ma poussette double avec ma gamine dessus et en train de Oh là là. boiter. Donc ce jour-là, ça m'a quand même vachement permis de relativiser. Faut jamais dire: «Ça peut pas être pire» parce que si, ça peut être pire. Toujours. Oh non, c'était chaud, la vérité, c'était chaud. Dit comme ça, on a enfin, j'ose même pas imaginer. Je t'avoue, je l'entends, mais j'ai du Non, non, mal. mais même moi, je sais même pas là, avec le recul maintenant, je dis: «Mais après on est des mamans, on n'a pas le choix, on fait», tu vois? Ah, c'est là où tu te rends compte à quel point tu trouves des capacités de survie, quoi, presque limite. Tu es en mode automatique, tu es en mode survie, quoi. Voilà et donc à l'époque, c'était tellement compliqué. Après le poids, 140 kilogrammes, c'est pas anodin. Moi, c'était ma façon de montrer aussi mon mal-être, comment ça n'allait pas, tu vois? De te protéger. Clairement. Il y avait des choses que j'arrivais pas à dire et donc c'était ma façon de dire: «Maman, mais allô quoi, vous voyez bien, Oui. pour qu'on en arrive à ce poids-là, à être dans cet état-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas». Mmh. Alors OK, on dit: «Oui, mais tu es grande». OK, je suis grande, mais il faut pas déconner, 140 kilogrammes, s'il te plaît et le déclic qui a été, c'est qu'en fait, mon fils, il était très speed quand il était petit. Il était tonique et tu vois, il avait quoi? Il avait 13 mois, un truc comme ça et à un Ouais. moment, il s'était parti en courant et j'étais même pas capable de le rattraper. Ah là. J'arrivais pas à courir pour le rattraper et j'ai tellement eu peur, tu sais, qu'il aille sur la route et qu'il se fasse shooter par une Sur la route et que tu aies pas le temps. voilà, Oui. donc j'ai eu peur. Je me disais: «Mais je suis même pas en capacité» c'était même pas de jouer avec eux ou de quoi, c'était je dis: «Je suis même pas en capacité Même de» pas en capacité de les protéger, en fait. voilà. J'ai beaucoup de témoignages comme ça, du déclic. Il y a beaucoup de mamans, c'était les enfants, en fait, de se dire: «Là, ça je peux plus» Bah oui et c'est vrai qu'on est vachement nombreuses, enfin moi la première d'ailleurs. et puis si tu continues comme ça, ta santé, C'est oui, forcément, enfin tu vas vivre moins longtemps, enfin voilà, tu vois? c'est vrai que moi aussi ça a été ça. Alors ça a été les enfants, puis moi ça a été perso aussi, la mort de mes parents qui sont partis plus tôt que prévu, ou se dire où ça peut tellement du jour au lendemain: «Mais mes enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de leur maman le plus longtemps possible et en bonne santé». C'est ça, C'est pas à toi d'être tout le temps là pour eux, mais c'est aussi il faut que tu sois là pour toi. mais bien sûr. Que tu sois là ou pas, c'est une bonne chose. Bah, eux, ils ont envie d'avoir leur maman le plus longtemps possible et il y a aussi une tu en parles dans ton livre, de charge mentale, tout Oui. ça. Tu épuisé, c'est bien gentil. D'être la maman parfaite, c'est bien gentil, mais si tu t'oublies, Mmh mh. c'est aussi les oublier eux parce que tu prends pas soin de toi et quelles conséquences sur ta santé aussi. Et puis surtout les enfants, ils ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman heureuse. Les enfants, ce qui est important tu sais, moi, à un moment, j'étais tout le temps avec eux parce que je suis restée 8 ans au foyer. J'étais là physiquement, mais dans ma tête, j'étais pas là. Ouais, Donc ça sert à rien, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir des moments de qualité. oui. Tu es pas obligé d'être là tout le temps, machin et cetera, mais au moins quand tu es là, tu es Tu vraiment là vraiment là, et ouais. tu un vrai moment et c'est ça qui est important, tu vois? Et je dis toujours bah, moi, j'ai été la première à le faire. Beaucoup de femmes font ça. On s'oublie. On va toujours se faire passer en dernier. On va après les enfants, après le mari, après la famille, après ci. Eh mais bordel! Non! On est la personne la plus importante de sa vie. Mmh. Il faut savoir, être égoïste, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens que pour moi, de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi éclairé. Oui, c'est beau ce que tu dis. Pensez à vous! Mmh. Parce que déjà, moi j'aime bien, tu sais, l'analogie avec une lionne. La lionne, elle va chasser, elle va manger la première.
Ouais. Elle va pas donner à manger aux petits, hein. D'abord, elle mange elle, parce que si elle, elle est pas en capacité d'aller chasser, Bah, voilà. donc pensez à vous en premier. Et puis si toi tu es bien, les enfants ils vont le sentir. Forcément, c'est des éponges à émotions, donc s'ils sentent Mais voilà, et forcément, mmh. forcément, donc c'est pour ça, donc après j'ai été voir, alors donc non seulement moi je dis au chien: «Oui, je voudrais un anneau comme les gros à la télé». Pourquoi l'anneau d'ailleurs? Pourquoi tout de suite tu as pensé Chir? Pourquoi tu as pensé Chir, anneau? Bah, j'en avais parlé avec mon médecin traitant. J'avais dit: «Ouais, parce que là, vraiment, c'est chaud, j'arrive pas, je Oui, voudrais». Elle me fait: «Oui, je pense que c'est une bonne chose». Donc elle m'a dit qu'il faut aller voir un chirurgien. Donc j'ai pris rendez-vous et bon, à l'époque, on n'avait pas le 6 mois minimum de suivi, diète, voilà. Parce ouais. que l'anneau, j'avais vu des émissions sur les anneaux gastriques. Je connaissais pas D'accord. la sleeve, je connaissais pas le bypass, je connaissais rien. C'était peut-être pas encore autant démocratisé que maintenant, Non, hein? et puis je m'étais pas renseignée. Moi, Mmh. je m'en foutais, tu vois? Ça existait déjà à l'époque? Oui? Si, Oui, si, je si, pense si, que si, oui. oui, oui, c'était en 2006, si, si, Ah si. oui, oui, qu'est-ce que je dis puisqu'on parle de je dis des bêtises, Bien oui. sûr, ça existait et donc je suis allée voir le chirurgien et en plus, moi, je croyais que genre, il allait m'opérer 2-3 jours après, tu La vois? fille confiante. Normal, non, mais oui, normal. Bah oui, vas-y, je veux un anneau comme les gros là, vous me mettez ça. Bon, quand est-ce que vous m'opérez? Bon, c'est pas comme ça que ça marche. OK. Encore bon, j'ai été opérée très rapidement parce que moi ça au bout de 4 mois, il m'a opérée. Ouais. C'était rapide quand même à l'époque. L'anneau était cohérent parce que j'étais plutôt hyperphage, Oui, tu mangeais beaucoup. donc c'était cohérent et en même temps, l'anneau, il a très bien fonctionné. J'ai perdu 65 kilogrammes en 18 mois. Waouh! Ah ouais. Il a super bien fonctionné. Je mangeais équilibré, je faisais mon sport. Voilà, après, pendant plus de 12 ans, je me suis plus ou moins maintenue. Bon, des variations de poids comme tout le monde ça et puis il y a des périodes de ma vie. Tu as jamais eu de problème lié à l'anneau? Pendant ces 12 ans, hein, j'entends? Je l'ai gardé presque 16 ans mon anneau. Waouh! 12 ans où je me suis plus ou moins maintenue. Après, j'ai recommencé à grossir. Non, non, je faisais mes suivis, tout allait bien, après, tu sais, il y a eu les problèmes de confinement, plus de sport et moi, le sport, c'est toujours ce qui m'avait sauvée, tu vois? Alors attends, avant d'en arriver au confinement et puis la suite, donc Ouais. tu perds tout ce poids. Comment tu te sens à ce moment-là, quand tu perds? Ah bah, forcément, je me sens bah, déjà, tu te sens beaucoup Ouais. mieux. Enfin, voilà, je prenais soin de moi, je m'apprêtais, t'habiller quand tu passes que je mettais du 54. Alors quand tu passes du 54 au 42, alors moi 42 ça me suffit amplement, hein, parce que je suis très grande et 42 même je suis déjà pas épaisse, hein. Je vais pas être trop mince, quoi. Je veux dire, je une femme pour moi, faut garder Mmh. un peu de forme, un peu de moelleux, tu vois? À la rigueur là, Je vois bien, tu vois? Donc la féminité, la sensualité. ouais, voilà, donc moi ça m'allait très bien, puis je faisais énormément de sport et puis après j'ai eu une période où je faisais, beaucoup de muscu, j'étais à fond dans la muscu, donc mon corps a changé. Ouais. J'ai une très bonne masse musculaire aussi. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, mon corps admettons à 105 kilogrammes n'a pas la même morphologie qu'à 105 kilogrammes il y a 20 ans. Oui, Bah d'accord. oui, en fonction de comment est composé ton corps et j'ai quand même, moi, une très bonne masse musculaire. Bien sûr, masse musculaire, masse grasse, ça change forcément la silhouette. Exactement. Donc c'est pour ça, tu vois, pour moi être à 80 kilogrammes, je suis pas épaisse. Oui, bah, non. 80 kilogrammes, je suis pas épaisse. Suivant les âges, ça joue aussi, on n'a pas forcément le même poids non plus, hein. On n'a pas exactement la même composante, bah, forcément, Non, hein. bah, le sang, le poids, il varie tout au long de la vie, hein. Oui, alors à l'époque, ton contexte de vie, tu n'es plus avec le papa de tes Ouais, enfants quand tu fais l'anneau? ouais, C'est après avoir mis fin à cette relation que tu as commencé à reprendre soin de toi? bah, oui, enfin un peu plus après parce que je me suis séparée, j'étais enceinte de 3 mois et quand je me suis fait opérer de l'anneau, ma fille, elle avait 6 mois. Donc ça a été presque 9 mois après. Ah, ça a été vite quand Ouais, même! Oui, tu as vite pris les choses en main quand même après? bah, oui, oui, D'accord. j'étais opérée, ma fille, elle avait 6 Ouais, mois. ouais et avec des enfants, l'anneau, 6 mois, ça au début, ça a pas trop Bon, on s'est débrouillés, hein, tu es une warrior! on s'est débrouillés. Après, j'ai une copine qui m'avait aidée et tout ça, qui les avait gardés quand j'étais à l'hôpital. Je sais plus combien de temps je suis restée. Ouais. Après, je sais que bon, comme j'avais été opérée, la petite, elle avait été un peu plus en halte garderie, tu sais, après, je sais m'organiser. D'accord. Tu avais réussi quand même à trouver des temps pour pas être trop submergée, des Voilà. «temps de repos» entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Après, pas tout le temps machin, Oui, mais elle allait un peu plus à la halte garderie, la grande était scolarisée, le d'accord. petit, il allait en crèche, donc j'arrivais un petit peu à me débrouiller comme ça et puis après moi franchement j'ai bien récupéré, hein, l'anneau, c'était pas la mort, hein, ça allait. Donc pendant 16 ans, nickel. Enfin nickel. Alors nickel non, parce que par exemple avec l'anneau, maintenant surtout maintenant je peux te faire la comparaison, mais j'ai vomi des milliers de fois. Oui. Parce que déjà les 6 premiers mois, j'ai passé mes 6 premiers mois à vomir parce que moi je Ah, mangeais très vite. Donc forcément je bloquais. d'accord L'anneau, c'est vraiment et tu es obligée de te faire vomir pour pas avoir mal en fait, j'imagine? Ou ça part tout seul en fait? franchement, je me baissais sur la cuvette des toilettes et ça ressortait, hein. Oh là là, d'accord.
J'avais même pas besoin de mettre mes non, pourtant avant moi, impossible de Oui, vomir. parce que parfois, tu sais, quand tu as mal, quand tu enfin moi ça m'est arrivé, hein, je le dis, bon de toute façon le but c'est de parler sans tabou, hein, Bah, bien sûr. avec la sleeve, m'est arrivé de coincer surtout avec des pâtes en fait, hein. Les gens slivés, les pâtes, ils ont du mal, il suffit de pas l'avoir bien mâché et elle était coincée Mmh. et en plus j'avais cette espèce de mousse d'espèce de salive agglomérée Oui, ouais. et j'avais pas d'autre choix que de me faire vomir et c'est quelque chose que Mmh. j'ai jamais fait. J'ai fait de la boulimie, mais de l'hyperphagie, mais jamais à me Mmh. faire vomir. J'y suis jamais arrivée, je suis j'ai jamais passé le cap et là, de me dire: «Il faut que je me fasse vomir» parce que je sentais bien le problème, c'est que ça ne ressortait pas tout seul. Tu étais obligé pour te Mmh. soulager tellement, tu as l'impression que ton estomac se déchirait, quoi. Donc avec l'anneau, non, c'était pas le cas. Non, après moi, tu sais, autant quand j'étais boulimique, j'arrivais pas à me faire vomir, je mettais mes doigts partout, j'arrivais jamais à vomir. Avec mon Ouais. anneau, je me baissais, ça Ah là là, bon d'accord. après, vu que ça bloquait, ça avait pas été dans l'estomac, il y avait heureusement, il y avait pas l'acidité, donc ça m'a jamais abîmé l'œsophage. En fait, c'était quand ça bloquait. Sauf que parfois, c'était souvent compliqué pour la vie sociale. Moi, les enfants, tu vois, ils sont je mangeais pas avec eux. Mmh. Je pouvais pas gérer 3 enfants en bas âge, manger C'est calmement. sûr. Donc en fait, je les faisais manger, je mangeais Ouais, oui, après. mais c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà, mes enfants m'ont vu vomir je sais pas combien de fois, tu vois? Genre partir, Ouais. vite aller aux toilettes parce que je bloquais. Mmh. Voilà, être au resto et devoir aller aux toilettes parce que je bloque. Être à un rendez-vous galant et devoir aller aux Oh! toilettes. Non Oh mais là! c'est chaud, mais c'est une réalité, c'est ma Oui, mais c'est chaud, bah, bien sûr, ça bien m'est sûr. arrivé combien de fois? Et puis des fois, en fait, de bloquer plusieurs fois dans le même repas et en fait, d'aller aux toilettes 3, 4 fois, tu dis, enfin, c'est chaud quoi, Mmh. tu vois? C'est Ouais, compliqué. c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que tu as du coup l'anneau, tu qu'est-ce qui s'est passé du coup avec l'anneau? Bah, en fait, l'anneau, je recommençais vraiment à grossir, donc c'était il y a 3 ans à peu À près. cause de quoi? D'une mauvaise hygiène de vie? Ah bah, oui, il y a eu aussi parce que j'ai eu une période qui a été très difficile et j'en parle aussi dans mon livre et il y a pas de honte là-dessus, pas de tabou là-dessus, où, en fait, dans mon ancien travail, j'ai eu un problème de harcèlement moral et j'ai fait un burn-out et du coup, c'était tellement compliqué que j'ai eu une période où pour m'anesthésier, j'ai bu. Je D'accord. buvais de l'alcool le soir, du vin. Donc en fait, les 30 derniers kilos, c'était 30 kilos de vin moelleux. Ah Parce qu'à ouf, un moment, d'accord. c'était une bouteille de vin, il y a une période, c'était une bouteille de vin tous les soirs. Une fois que les enfants étaient couchés ou autre, j'avais besoin de m'anesthésier parce que c'était tellement insupportable. Merci beaucoup de ta transparence, Sandrine. Non, bah, après là-dessus, j'ai pas de honte et puis les gens qui vont me juger, ou des choses comme ça, en fait, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais à un moment donné. Il fallait que je tienne et pour tenir, il fallait que mon cerveau, il soit endormi. Ouais, oui. Donc la seule façon que j'ai trouvée et beh, c'était ça. Après j'ai consulté, on n'a jamais parlé d'alcoolisme, il a été évoqué un mésusage de l'alcool qui a été solutionné et cetera. Mais à une époque, c'était tellement ce que je vivais, le harcèlement, ce qui était tellement insupportable. Voilà, très clairement, j'aurais pas eu mes enfants, je serais sous terre depuis longtemps. Je dormais plus, je me suis fait une entorse de la mâchoire à force de serrer les dents tellement j'étais stressée. Moi, je somatise beaucoup. C'est même pas des crises d'angoisse, j'avais des crises de panique. Et à un moment, il fallait, pendant une période, tous les matins, il fallait que je trouve une raison de pas me tuer. Et la raison, c'était mes enfants. Et je le marque dans mon livre, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes, c'est mes enfants, je leur ai donné la vie, mais je leur dois la mienne. Oui, tu as quand même, Ouais, j'ai pris un peu cher. Ouh! Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire et qui vraiment, moi, me correspond et vraiment, elle a tellement de sens pour moi. C'est pas parce que tu as pas de belles cartes que tu peux pas jouer une belle partie. C'est beau. Oui, Et après, c'est ce que tu en fais, toi, de ta vie. Et après, bon, j'ai une nature un peu combative, je pense aussi. un peu, oui. Et non, on va pas se laisser faire, on va pas alors oui, bah, il y a des moments où on flanche un peu, où on courbe les chines, où on est un peu comme ça, mais on casse pas, on se relève. Et puis il y a un moment, on a besoin de reprendre des forces. Alors la chance que j'ai, c'est que je sais identifier les personnes et les endroits ressources et je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin. Il y a pas de fierté, il y a pas de machin. Moi, j'ai la psy, machin et cetera, j'ai dit: «Oui, il y a un problème, voilà, j'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec ça, là, c'est trop Ça, compliqué». c'est une force. Savoir demander de l'aide, c'est ce qui fait toute la différence. Ça, Il c'est y a pas de honte à avoir. Il y a pas de honte à avoir. il y a pas de honte, mais c'est encore un très tabou, hein. Il y a une pression, surtout chez les femmes. C'est pas si facile, hein. Oui, mais ça, c'est normal, c'est parce que ça, on nous a tellement habitués à être des bons petits soldats, à devoir tout encaisser, à prendre sur soi, à s'oublier, à s'occuper de ci, à s'occuper de ça. Ben non, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. C'est clair, c'est clair. Ouais, Maintenant, j'ai envie de te dire, ouais. excusez-moi, mais je vais le dire très clairement, si j'ai envie de dire fuck, mais alors bien, allez, fuck. Mais vas-y, oui! J'ai passé l'âge de me laisser emmerder. Par exemple, tu vois, même avec Ouais. mon poids, je veux dire, je vais à la piscine et les gens, si tu es pas content de ce que tu regardes, mais regarde ailleurs. Quand j'avais 20 ans,
je me privais. Tu me voyais sur une plage en jean avec des 30 degrés, tout le monde se baignait, moi je faisais rien parce que j'étais tellement complexée. Mais maintenant, bah, c'était malade ou quoi? Je dis: «C'est pas grave». J'en ai fait un épisode, ça doit être le deuxième épisode, n'hésitez pas à l'écouter d'ailleurs si vous voulez, c'est, «Peut-on vivre heureux avec le surpoids?» et où je dis dans cet épisode que alors effectivement, j'ai un peu un discours comme le tien et je pense que l'âge fait que j'ai ce discours-là. Je pense qu'à 20 ans, je l'aurais pas eu, tu vois? Oui, bah oui. Et c'est vrai qu'on a quand même à 40 berges un re j'ai l'impression de parler comme une vieille con, mais qu'on a quand même un recul où on se prend quand même moins la tête, où on a peut-être plus conscience de: «Attends, tu es pas content et ben, tu comme tu dis, tu changes de trottoir». Et puis c'est surtout qu'on se rend compte quand même qu'on travaille sur soi, on a travaillé sur nous, on a cheminé, on a avancé, on a quand même un peu plus de maturité, de sagesse et puis surtout on se rend compte de les choses qui sont vraiment importantes. Oui, Et puis si quelqu'un te juge uniquement sur ton apparence physique et qu'on ne tient pas compte de ta personnalité, de ton cœur, de tout ça, de tes valeurs, en fait, tu pas grand-chose à perdre de pas avoir ces personnes-là dans ta vie. c'est clair. Enfin, je veux dire, ça fait le tri. Il faut mieux être accompagné de peu de personnes, mais des vraies. Je pense plus on vieillit, moi enfin, je suis assez solitaire. Ouais, Je ouais. suis très, très sociable. Avant, je supportais pas d'être toute seule, ça m'angoissait, tu vois? Oui. Ça m'angoissait Ah moi, donc je me reconnais beaucoup là, ouais, dans ce que tu dis. Oui. Mmh. parfois ça m'a foutue dans des relations de merde parce que je préférais être dans une relation de merde que d'être toute Oui, seule, bah, ça oui. m'angoissait d'être toute seule. Aujourd'hui, mais non, mais ma tranquillité, ma paix d'esprit, ça n'a pas de prix. Non, quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux aussi, tu as rien à prouver. Mmh. Et les gens qui sont bons pour toi, les gens qui sont intelligents et tout ça, qui ont cette intelligence émotionnelle du cœur, bah, ils vont pas te juger sur une apparence ou Bien autre. sûr que non. Ayez confiance en vous, je veux dire, que vous connaissez votre valeur, vous savez ce que moi j'essaie de faire de mon mieux. Alors je fais plein de conneries, je fais des bourdes des fois, voilà, mais j'essaie toujours de faire un peu de mon mieux. Quand je peux aider, j'aide. Je m'investis dans plein de choses, j'ai des combats. Vraiment, je fais toujours du mieux que je peux. Ouais. Et si je peux pas, bah, je peux pas. Je vais pas m'auto-flageoler pour me dire: «C'est bon, un moment tranquille, hein». Mmh. Du coup, pour en revenir à ton parcours, tu as des vomissements avec l'anneau, c'est ça? Mmh. Et comment tu en arrives à repasser par une chirurgie? Alors, bah, du coup, je recontacte un chirurgien qui me fait un TOGD, qui me dit: «Non, tout va bien». Après, mon anneau, je crois qu'il était serré à 8,5 cc, donc il était quand même déjà bien serré et il me dit: «Écoutez, madame, vous avez un anneau qui est assez ancien, on ne touche pas, vous avez pas de problème. Si on le touche, vous risquez d'avoir des problèmes, donc on ne touche pas. Il faut vous écouter». Ah, mais j'ai dit: «Bah, tiens, ah, j'y avais pas pensé. Ah, bah, merci. Vous devez m'écouter». Non, mais lui, il m'a atterré. Il m'a atterré. Magnifique! Non, mais alors, tu as des chirurgiens, après, on sait qu'eux, ce sont des techniciens, ils sont là pour couper le Oui, c'est ils sont pas forcément plus les plus diplomates, oui. mais bon, moi, j'avais eu un super chirurgien qui était très humain, le docteur Claret. Moi, je m'en fous si on n'a pas le droit de dire le nom, mais je l'aime d'amour. Ah, t'inquiète. Il était adorable. Bon, il a la retraite maintenant, Ouais. mais c'était un super technicien et c'était surtout un mec qui était très humain et donc quand tu as eu un super chirurgien, après tu as ça, tu dis: «Merde». Bon, alors après je dis: «Bon, laisse tomber» et puis il y avait les trucs des confinements et puis je continue de grossir donc je savais que voilà, je mangeais mal, il y avait l'alcool, il y avait tous ces trucs-là, je savais, mais à un moment, je dis: «Mais quand même», j'étais remontée à 136 kilogrammes. C'était violent. Ah ouais et tu étais montée au plus haut? Au plus haut, c'était combien ton poids? Quand j'ai eu mon anneau, j'étais opérée à 140 kilogrammes. Là, Ah j'étais oui, donc remontée à 136. Donc j'ai quasiment repris tous mes kilos. À oui, oui. quelques kilos près, à 4 kilos près, j'avais repris tous mes kilos. Donc là, après, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée, à Bondy, à côté de chez moi, parce que j'ai une copine qui était suivie là-bas et là, je suis tombée sur une, chirurgienne. Donc bon, il faut refaire confiance, c'est pas toujours évident. Bon là, elle me demande de ramener tous mes papiers, nanani nanana et en fait, je ramène donc le TOGD, la radio et j'avais pas récupéré, le compte rendu. Tu sais, comme il y avait le confinement, ça me saoulait, j'avais pas pris Oui, et oui. donc elle regarde, elle fait: «Oh, ça me plaît pas trop votre radio». Ah, «Ah bon, pourquoi?» Il fait: «Bah, allez récupérer le compte rendu, mais ça me plaît pas trop». Donc le rendez-vous d'après, je ramène. Elle fait: «Bon écoutez, je vous passe au staff cet après-midi, mais bon, pour moi, il y a une suspicion de migration». «Oh merde!» waouh! Ça veut dire que s'il y a ça, bah, on va l'enlever parce que sinon ça peut perforer l'estomac et puis, bah, ça vous tue donc c'est un peu ballot, c'est chiant. Oui, Ça m'arrangerait que non, je meurs pas tout de suite finalement, ça ouais. serait cool et donc dès le lendemain, je crois que c'était au staff ou je sais plus où. Bon, elle m'appelle, elle me dit: «Bon, bah, madame Le Bossé, effectivement, on a voilà confirmation que, bah, votre anneau, il va falloir qu'on l'enlève. Mais alors c'est pas une urgence absolue, mais on va pas tarder». Ça, c'était au mois de février. Ouais. Et du coup, elle m'a enlevé mon anneau le 1er avril, hein, elle a de l'humour, hein. Elle s'appelle Sandrine comme moi, donc C'était pas un poisson. ouais, ouais, exactement et donc du coup, elle me dit que là, c'est pas un échec d'anneau, c'est une complication d'anneau. C'est pas pareil. Ah!
D'accord. Eh Ça aurait oui. favorisé la reprise de poids, la migration de l'anneau? Oui, parce qu'en fait, il faisait plus le job depuis bien longtemps. Donc c'est pas seulement ton Eh addiction oui. de l'époque qui a bon, ça a pas dû aider, mais il y a Bon, ça n'a pas non, aidé, on va pas se mentir. Mais il y avait aussi l'anneau d'accord, qui alors depuis quand il faisait plus le job, je sais pas. Donc en fait, parce qu'au tout début, elle me parlait de bypass parce qu'elle pensait que c'était un échec d'anneau. Donc elle me disait: «Une sleeve, c'est pas pertinent, on va faire bypass». ouais, Bon, OK, d'accord. Et après, comme finalement c'était pas un échec d'anneau, mais une complication, elle me dit: «Bah, la sleeve, du coup, est tout à fait pertinente, surtout que vous avez eu de très bons résultats avec l'anneau, il y a pas de raison que ça se passe pas bien avec la sleeve». OK, vas-y, donc on continue le parcours et cetera. Donc quand même, je devais avoir une sleeve au mois de septembre 2022, donc presque un an déjà de parcours, hein, donc par rapport à mon anneau où j'avais un parcours en 4 mois, c'était très long. oui, Surtout des fois, voilà, je devais passer à la commission, j'avais pas pu parce qu'il manquait un papier de l'endocrinologue, donc elle m'a vue chialer plusieurs fois dans son bureau, hein. Ah, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement j'ai dit: «Faut m'opérer, opérez-moi». Il fallait m'opérer pour que je maigrisse parce que j'en pouvais plus d'être dans cet état-là. Et comme les choses n'arrivent jamais par hasard, je fais mon rendez-vous anesthésiste quelques jours avant l'opération et en fait, ça faisait un mois que j'avais des remontées acides, ça me brûlait parce que j'en avais jamais eu avant. Je me disais: «Bon, peut-être parce que je suis stressée», puis c'est parce que je buvais aussi, tu sais, comme j'étais stressée, j'avais recommencé un petit peu à boire parce que j'étais stressée. d'accord. L'anesthésiste, il dit: «Parlez-en à votre chirurgienne parce que ça, il faut qu'elle le sache». Donc j'envoie un mail à la chirurgie. C'était le vendredi matin, on me donne un rendez-vous pour le lundi matin. Pas Je dis: bon. «Oh» et dans ma tête, je me dis: «Non». Je devais rentrer à l'hôpital le mercredi et passer au bloc le jeudi pour ma sleeve. Je dis: «Non, on peut pas m'annuler mon opération 3, 4 jours avant, c'est pas possible. Mmh, J'entends pas ça». ouais. Donc je vais à l'hôpital. Dans ma tête, je fais: «Non, tu peux pas. Ça fait plus d'un an que je galère, c'est pas possible». Mmh. Je vois sa tête dans le bureau, je fais: «Oh putain, ça pue». Elle fait: «Bon, bah, madame, bossez, là, en l'état, la sleeve, ça va pas être possible». Oh là là! Oh purée. Oh, le drame au désespoir. Ah oui? Et elle me dit: «Non, écoutez, parce qu'avec les reflux, ça peut justement, les majorer après, ça peut être vite invivable, donc en fait». Oui, bah oui, c'est des complications qui sont pas conseillées pour la sleeve, c'est sûr, hein. C'est ça. Donc du coup, j'ai dû faire une pH-métrie, une manométrie Oh! et refaire une fibroscopie. Oh là! Bonheur. L'horreur, l'horreur. La fibroscopie, je devais la faire en AG. Arrivée au bloc, problème au bloc d'à côté. L'anesthésiste fait: Pour l'instant, c'est pas possible». Donc finalement, j'ai dit: «C'est pas grave, j'attends». Il fait froid au bloc, hein. Mais j'attendais, puis après: «Putain, ça caille» et après la nana me dit: «Mais vous en avez fait une il y a pas longtemps, ça prendra pas beaucoup de temps et tout, vous pouvez le faire, nin-nin-nin». Je dis: «OK, vas-y». Sauf que la meuf, elle m'a mis le cale-dent et puis flap! Elle me l'a foutu. J'ai cru que j'allais crever, j'ai paniqué, Oui. Bah, oui, j'ai paniqué j'imagine. Mmh. et alors ça a pas duré longtemps. Par contre, l'infirmière, elle a été adorable. Elle fait: «Concentrez-vous sur ma voix, respirez tranquille, il peut rien vous arriver». Alors ça a dû être genre, une fraction, une dixième de seconde, j'en sais rien, Ouais. mais j'arrive pas à respirer. Heureusement qu'elle me tenait les mains parce que j'allais tout arracher. C'était horrible, c'était horrible et puis la pH-métrie et la manométrie, c'est horrible. C'est franchement, c'est pas cool. Ah ouais, non, c'est pas cool ça, hein. Ouais, ouais. Non, c'est dur et tu as une sonde que tu gardes 24 ah non, ah puis c'est gros dans le nez comme ça. Non, ouais, parce que je sais la fibroscopie que moi j'ai faite avant la sleeve, je l'ai faite pareil en local et c'est passé par le nez Mmh. et donc j'imagine même pas, vous garder ça 24 heures. Ah, c'est horrible. Non, non, c'est dur, franchement et donc là, ces examens ont montré qu'il y avait une hypnotomie, qu'il y avait un peu de reflux et cetera. Entre temps, ma chirurgienne est partie. Elle devait partir fin octobre, mais moi, elle aurait déjà dû m'opérer. Donc, il a fallu que je change de chirurgien. Donc, il faut refaire confiance. Ouais, oui. Donc, c'est chiant. Bon, après, c'était son senior qui a pris la relève et il était venu au bloc, on avait enlevé mon anneau parce qu'elle voulait un avis. Donc, il connaissait déjà mon intérieur, tu vois? Oui, ils connaissaient déjà. Il me connaissait déjà pas mal. Voilà, il y avait déjà quand même, une petite relation qui avait commencé. Et voilà. Et tu sais, au début, j'ai vu, j'ai dit: «Mais non, en plus, lui, c'est un grand bonhomme avec, une tête assez sévère, des gros sourcils». Je suis «Mais c'est qui? Moi, j'en veux pas et tout, lui». Pas très causant, tu vois? Ouais, je vois le genre. Oui, oui. La chirurgienne, elle était cool et tout. Bref, donc après lui, il me dit: «Bypass». Ah, Il faut savoir que moi, quand après on a fait les examens, je savais que de toute façon, le temps de faire les examens, parce qu'il fallait le temps des rendez-vous, ça se fait pas en 2 jours, hein, surtout qu'il y en a pas tout le temps. non. Donc ça m'a giflé. Le jour où elle m'a dit, «La sleeve est reportée», drama queen, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais mais dévastée, j'étais dégoûtée dans un état, tu as même pas idée. Et puis après j'ai dit: «Bon, c'est quoi? C'est bon, je vais me bousiller encore combien de journées comme ça? Donc tu arrêtes tes conneries, Sandrine, c'est mort. De toute façon, là, tu as pas de prise, donc tu vas arrêter tes conneries». Et après j'ai dit: «Bon, en attendant de faire ces examens, je vais manger mieux et je vais retourner surtout à la salle». Donc j'ai mangé mieux, je suis retournée à la salle, j'ai perdu 14 kilogrammes. Waouh! Ouais.
En combien de temps? 3-4 mois, Oh q ouais, trois bien. quatre mois, ouais et franchement, mais facile, parce que j'étais pas dans la privation. Donc après, la nana qui croit que, j'ai peut-être pas besoin de l'opération, je peux y arriver toute seule. Bah ouais, mais en fait, je peux y arriver. Bah oui Ben non! L'obésité, c'est une maladie chronique du métabolisme, ma et fille. voilà! Donc j'étais un peu galvanisée. Donc j'ai revu le chirurgien, j'ai dit: «Non, non, bypass, la malabsorption, ça me traumatisait». J'avais tellement peur. Ouais. J'étais persuadée que j'allais être épuisée, que j'allais avoir la diarrhée H24, que j'allais me faire caca dessus. J'étais traumatisée par ça. Ah surtout quand il y en a comme un peu nous, qu'on parle un peu, sans langue de bois, ça peut j'avoue, ça peut faire peur parfois quand les gens parlent. Ouais, puis la fatigue, moi je suis hyper speed, je suis hyper active, je fais plein de trucs. Ne rien pouvoir faire, être épuisée, c'est mort, quoi. Ouais. Et donc j'ai dit: «Non», j'ai dit: «Écoutez, je me laisse 3 mois». Puis après je le revois, je dis: «Écoutez, je me laisse 6 mois». Ouais, d'accord. Oui, oui, au début j'ai dit: «Non». C'est pour ça que moi j'ai eu un parcours de quasiment 2 ans, hein, ça a été très long, hein. Oh là là! Oui d'accord, j'avais pas vu le truc comme ça, d'accord. Ah oui, oui, mais c'est un mal pour un bien. Oui, ça t'a permis de cheminer. Mmh. Je suis contente. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si j'avais eu ma sleeve à l'époque, Ouais, je suis sûre que ça aurait pas du tout été la même chose. Si j'avais eu le bypass aussitôt après, je l'aurais pas vécu de la même façon. ouais. C'est un mal pour un bien. En fait, après donc bah, je recommençais à grossir. Tu sais, à un moment, je suis allée un peu moins au sport, puis j'ai recommencé à moins bien manger. J'ai repris 9 kilogrammes assez rapidement sur les 14. Donc c'est toujours pareil, hein, perdre, c'est pas facile, mais c'est pas le plus dur, c'est ne pas reprendre. C'est ça. Donc à un moment, j'ai dit: «Beh, non». En fait, j'avais rencontré une nana, qui avait le même parcours que moi à la maison de Nora, à Créteil, où j'avais été, déjeuner avec l'équipe et je lui ai posé des questions sur la malabsorption, tout ça. J'étais pas trop fatiguée, elle me fait: «Mais non, je pète le feu et tout». Du coup, j'ai repris rendez-vous avec mon chirurgien et j'ai dit: «Écoutez, expliquez-moi bien comme il faut, la malabsorption, c'est quoi?» Donc il m'a expliqué. Je dis: «Bon allez, OK, on le fait, banco. Allez hop». Ça y est. Oui, je dis: «Voilà, non, parce que je sais que de toute façon, j'y arrive pas, toute seule, j'y arrive pas». Déjà l'obésité, on ne guérit pas de l'obésité. Personne. On soigne les symptômes, mais on ne guérit pas. Mais non, c'est dur à entendre, hein. Nos chères petites cellules graisseuses là, qui se sont vidées, elles sont là, elles cherchent qu'à se remplir. Eh oui. Donc voilà, quand vous savez ça, ça déculpabilise beaucoup. Beaucoup, hein, oui. L'obésité est une maladie chronique du métabolisme et c'est une maladie qui est plurifactorielle. Donc, je reprends rendez-vous avec le chirurgien, il m'explique tout ça, je dis: «OK», on cale la date, mon dossier s'est validé et donc date de bypass 12 octobre 2023. Donc un peu moins de 2 ans, parce que j'ai dû commencer en 2021, en novembre 2021 le premier rendez-vous. D'accord. Tu l'as bien vécu? Alors, moi au début, le docteur, mon chiro, je l'aime pas trop. Maintenant je hais, cœur papillon, je lui dis: «Docteur, je vous aime». Vous voyez pas, mais là, j'ai un joli cœur fait avec les mains par Sandrine. Ouais, ouais, c'est cœur papillon. Je lui ai ramené des petites douceurs à mon post-op. J'ai dit: «Ah, je vous aime trop». J'ai joué avec les secrétaires, je dis: «Il aime quoi? Il aime quoi? Nanana, ni». Écoute, je sais pas ce qu'il a fait. J'en sais rien. C'est un artiste, c'est pas un chirurgien, c'est un artiste. Zéro douleur. Aucune douleur. Zéro, rien. En fait, même pour mon retrait d'anneau avec les gaz de Célio, moi j'avais toujours les épaules, Oui, alors les gaz de Célio, c'est terrible, mais des oui. douleurs atroces. Je suis pas douillette, hein, mais même quand ils m'ont enlevé mon anneau, Ça peut faire très mal, hein. ah ça fait très mal. Quand elle m'a retiré mon anneau, j'ai demandé de l'acupan. Donc là, je savais que bon, si le ventre me fait pas mal, mais je savais que mes épaules allaient être défoncées pendant 2-3 jours. Mmh. Et bah rien, Waouh. même pas mal. Avec sleeve bypass, toutes les interventions que j'ai faites, c'est toujours là, les épaules avec le gaz de ouh, dur. Oui, et ben écoute, je sais pas ce qu'il a fait, je n'ai pas eu. Et depuis J+1, je pète le feu. Même au niveau des cicatrices, à l'intérieur, tu sens pas? Non, Est-ce que tu sens une différence dans les quantités? non. Alors à un moment quand même au début je me dis: «Mais il m'a opéré ou quoi? Il a juste fait des trous ou genre, machin?» Tu sais ce que j'ai fait? Alors au début je mangeais très peu parce que tu sais, j'avais tellement peur de la cuillère de trop, de Oui, beh, on appréhende. tu sais, donc tu y vas à tâtons et puis je respecte mon protocole. J'étais en un mois mixé, ça j'ai Oui, respecté, pas de oui, problème. mmh. Et à un moment je dis: «Mais j'ai pas l'impression d'être opérée». Donc il a fallu que j'aille titiller le dumping. Je l'ai fait délibérément. J'ai dit: «Non mais il a rien fait, c'est pas possible». Et j'avais acheté, tu sais, une crème au caramel, mais la vraie crème au caramel, c'est le truc mais bien costaud. Bien comme il faut là, oui, mmh. Ouais, et j'ai dit: «Bah, faut que je vois quoi», tu vois? Parce que moi j'y crois pas en fait. Donc j'ai mangé mon truc. Oh, Alors comment te dire? Alors moi dumping, j'en fais peu, j'en fais très peu. Alors celui-là, c'était le premier que j'ai fait, mais je l'ai vraiment cherché. Alors c'est en fait, j'ai eu un peu cette mousse dans la bouche
qui a fait que j'étais un peu revomir. Ça m'a pas fait mal, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas de tachycardie, j'ai pas de mais par contre, après, tu sais, comme si tu étais dans du coton, comme si tu à moitié défoncée Mmh. et fatiguée. Je suis allée me coucher. Ah oui, Dodo. Ça m'a mis KO. d'accord. Tu l'as mangé en entier? Ah ouais, ouais, ouais! Ah ouais, ouais, ouais! Ah oui! Ah ouais, non! Non, mais c'est bien de le préciser parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Oh, comment elle a» oui, tu l'as mangé en entier. Ah non, j'ai éclaté le pot, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ouais. D'accord, Et puis j'ai bu le caramel, j'ai tout fait. Ah oui, oui, oui. d'accord, d'accord, Et d'accord. après j'ai fait un gros dodo. Je donne pas spécialement, j'en ai fait quelques-uns, plutôt sur le sucre. Et moi, ça me faut un coup de barre. Tu vois, cet après-midi, après le sport, j'avais vraiment faim et je me suis acheté un pain au raisin. Ah bah, ça m'a foutu un coup de le pain au raisin là, ça m'a foutu un coup de barre cet après-midi. Ouais, Mais, pas mal ou pas machin, mais j'ai eu un gros coup de fatigue. À mon avis, ça devait être ça. Mais sinon, là, je suis à 4 mois et demi post-op. Je mange largement, mes 300 grammes par repas, ouais. largement, easy, mais vraiment easy. Justement, je te disais avec ma diète, c'est pas beaucoup et tout. On me fait: «Mais non, normalement à ce stade-là, c'est les quantités. N'oubliez pas que je fais beaucoup de sport, que vous faites beaucoup de sport. Vous avez une grande dépense, énergétique, donc vous avez besoin de manger». Moi, je mange vraiment bien, je ne me prive de rien, je suis pas au régime. Si j'ai fait le bypass, c'est bien pour ne pas être au régime. Donc je mange ce qui me fait plaisir. Alors il y a des trucs où je m'aventurerais pas parce que j'ai pas envie d'être malade, mais et encore que mon bypass est vraiment très gentil et voilà et je mange de tout, je me fais plaisir. Alors forcément par rapport aux quantités avant, je mange beaucoup moins, même si pour une bypassée, je mange très bien. Si je vais au restaurant avec quelqu'un qui sait pas que je suis opérée, je pense qu'il peut ça peut passer inaperçu. D'accord. Je mange plus que quand on avait dîné ensemble. Oui, C'était au mois de décembre, c'était c'est normal. encore récent et puis c'est normal. Ouais, c'est ça et ça ne m'empêche pas de bien perdre. Là, je suis à 4 mois et demi, je suis à 29,1 kilogrammes de perdu. Ah mais c'est pas les gens qui mangent le moins qui perdent le plus? Enfin, faut arrêter ça Eh aussi. beh, oui, moi je mange très bien, mais je mange équilibré, Bah voilà! majoritairement. Ne vous fiez pas à la quantité que mangent les opérés, ça ne veut absolument rien dire. Mais non et puis surtout, c'est que si tu manges pas beaucoup, en fait, des fois, mais il y a même des gens justement, ça freine la perte parce qu'il y a pas assez et que l'organisme, il le garde, Bah oui, parce que le corps ne sait plus et du coup, il se met en il est mode en survie. ouais, le corps il stocke, il se met en mode: «J'arrête parce que là c'est trop». Ah voilà, palier, normal. Tu sais, même avec mon anneau, moi, je mangeais vraiment bien, Ouais, mais comme je mangeais très équilibré, tu sais, je faisais des sorties parce que j'étais sur un groupe de gastroplastie et cetera. Quand on allait au resto, c'était toujours moi qui avais la plus grosse assiette. d'accord. Mais moi, elle était équilibrée, mon assiette Oui. et les autres, elles mettaient plein de cochonneries. Donc en fait, les autres, elles avaient peut-être ça dans leurs assiettes et moi, j'avais ça, sauf que niveau calories, elles avaient beaucoup plus que moi. Ah bah voilà, C'est pas tant la quantité, c'est la qualité de ce que tu manges qui est important. la qualité, Beh bien oui, sûr, bien sûr. Et puis il y a aussi, une autre chose, c'est que tu es grande. oui, Donc j'imagine que tu as aussi besoin plus que d'autres, comme moi par exemple qui suis plus petite, forcément j'ai moins besoin que toi qui est aussi oui, il oui. faut prendre en compte tout ça aussi, hein. Oui, 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 je suis grande, je suis grande. Et puis surtout, je me dépense beaucoup, c'est surtout ça. Ah bah c'est ça, Je fais beaucoup de sport. c'est clair. Comment t'es venue du coup l'idée d'écrire le livre? Alors au début, l'écriture, c'était en fait, c'était très égoïste. À la base, ça c'est quelque chose de très égoïste. Ta thérapie? Ouais, en fait, j'avais besoin de faire de la place, de libérer ma tête et mon cœur parce qu'en fait, je parle de vraiment beaucoup de choses. C'est un récit autobiographique. Oui. Alors le poids est le fil conducteur, mais ça parle pas que du poids physique. Ça parle aussi du poids de la vie, ça parle des traumas de la vie et donc moi, j'avais besoin de coucher ça un petit peu sur le papier pour, tu sais, me dire: «Bon OK, on fait ça, après on fait de la place et roule ma poule, on part sur autre chose». Mais les traumas font partie aussi du poids, je te dirais. Enfin je dirais même c'est la base, hein. Enfin c'est ce Mais qui bien sûr, regarde avec mon ex-mari avec qui j'ai vécu 4 ans de violence conjugale, j'ai doublé mon poids. Il m'a connue à 69 kilogrammes, j'ai fini à 140. oh la vache. Mmh, ouais. Mais bien sûr. Donc c'était vraiment à la base, ça devait être un one shot, mon livre. C'était je l'écrivais et puis en fait, c'était pour moi, je dis: «Si je peux en vendre quelques-uns, bah, c'est super, c'est cool et puis si ça aide ne serait-ce qu'une personne, c'est jackpot» et puis, bah, finalement, ça a pris d'autres tournures parce qu'à la base, je devais le faire en auto-édition, puis il y a une maison d'édition, une petite maison d'édition qui a voulu l'éditer. Du coup, il y a des choses qui se sont mis en place. J'ai fait 2 émissions radio, j'ai fait une émission de télé, j'ai enregistré aussi des podcasts. Fais aussi des conférences maintenant, donc en conférence sur les problématiques sur enfin, je parle de la gastroplastie, enfin de la chirurgie bariatrique, je parle de l'obésité, je parle des violences conjugales, enfin je fais plein de choses. Là, par exemple, tu vois, c'était, lundi matin, j'étais à un café débat justement pour, comment, transformer ses traumas en force Ah, c'est beau, c'est bien. et en fait, les retours sont tellement forts, tellement parce que je me dis qu'une personne qui lit ce livre, obligatoirement, il y a quelque chose qui va résonner en elle. Alors ce sera peut-être pas les problèmes de poids. Ah bah, je confirme, hein. C'est ce que je disais au début de l'épisode. Il y a des trucs qui résonnent, c'est dingue. Lisez-le, hein, vraiment. C'est obligé.
Parce que si tu es un humain, c'est forcément il y a un truc qui va résonner en toi parce que ça couvre, alors il est peut-être assez dense parce que justement je pensais que ça allait être le seul livre de ma vie, tu vois? Donc j'ai donné, toi, j'ai tout donné, j'ai donné, donné. Je pense que j'aurais pu, tu vois, faire 2 livres avec ce livre-là, mais bon voilà, mais il est comme ça, c'est mon bébé, c'est mon premier, c'était cool et les retours que j'ai, c'est jackpot parce que les gens me disent: «Oui, ça résonne en moi, ça me parle, je me reconnais vraiment dans ton truc, merci beaucoup, ça m'aide» et surtout il y a une nana que j'ai rencontrée qui m'a dit, donc ça c'était par rapport aux violences: «Tu m'as sauvé la vie». Donc c'est un truc qui est énorme quoi, tu vois? Ah oui. Donc ce livre, il a largement fait le job, mais bien plus que ça et moi, il m'a surtout, libérée. Il m'a permis de lâcher prise aussi. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le passé, c'est une leçon, c'est pas une punition à vie. Les trucs Oui, qui nous sont arrivés dans le passé, c'est pas ça qui va moi, en tout cas, moi, je refuse, que ça dirige ma vie. Pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce qu'il est hors de question que je vive en boucle mes traumas et que, du coup, je passe à côté de ma vie. Ça, c'est quelque chose, à laquelle je me refuse, mais vraiment fortement et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je refuse. J'ai vécu des trucs pas cool. Bon, après, j'ai pas le monopole, du malheur, hein, mais bon, ça me suffit, j'ai eu ma dose, sur pas mal de trucs. mmh, Mais c'est pas ça qui me définit. Ce qui me définit, c'est ce que moi je veux en faire et tu en as parlé justement en introduction, la résilience ouais, et la résilience, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille, qui se ouais. développe. Je retrouve pas la phrase, je la cherchais pendant que tu parlais, mais effectivement, ne pas vivre son passé comme une punition, du tout. Non, c'est pas une punition. On apprend des leçons. Il faut Mmh. tenir compte des leçons. Ça sert à rien de rester en colère, c'est pas ça qui va nous apporter, Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui aiderait beaucoup de personnes si elles arrivaient aussi à le faire, se pardonner. Je parle du pardon. Alors pardonner aux autres, mais c'est pas le plus important. Moi, le plus important, ce qui a vraiment changé des choses dans ma vie, c'est quand je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée pour tout le mal que je me suis fait, pour tout le mal que j'ai laissé faire. Comme je dis, on fait comme on peut avec ce qu'on a à un moment donné et c'est se pardonner et accepter et avoir de la compassion. OK, il y a eu ça dans ma vie. Voilà, je me pardonne. Mon corps, je lui ai demandé pardon aussi parce que je l'ai tellement maltraité, mais de fou et pourtant il est là, il est encore en bon état. Il tient la route et puis pourtant il est plus que sollicité, hein, il est enfin voilà, il tient la route et pour ça je le remercie et je voilà et ne plus être en guerre. J'ai tellement été en guerre contre mon corps pendant des années. Aujourd'hui, c'est pas de la guerre, c'est lui et moi, on est une team en fait. C'est pas lui contre moi, c'est toi et moi gars, on y va mmh, et moi que je te donne des bonnes choses pour que tu sois en forme, en bonne santé et que tu aies une bonne énergie. Travailler aussi son mindset, nourrir son esprit. mmh. Après, c'est de la responsabilité de chacun, travailler sur soi et de travailler sur ses traumas. Mmh. Excuse-moi, je te coupe parce que j'ai retrouvé la citation d'un proverbe tibétain que tu cites dans ton livre. «Le changement vient de nous et simplement de nous. C'est à nous de n'en prendre conscience et de ne rien attendre de l'extérieur. La transformation vient uniquement avec l'acceptation de ses traumas». C'est ça, il y a que nous-mêmes qui pouvons, Exactement. ouais. Parce que tant que tu vas les rejeter, mais ils vont revenir de plus en plus forts, toujours en boucle. Tant que tu n'acceptes pas et que tu pas il y a justement, un livre de Bourbeau enfin, il y a plein de livres de Bourbeau que j'aime beaucoup. Ah oui, oui, ça je vais te demander à la fin avec les références. Ah oui, Bourbeau, c'est la base et tu vois, la puissance de l'acceptation. Ouais. C'est ça, c'est vraiment la clé, c'est la puissance de l'acceptation pour avoir aussi de la compassion pour soi, de l'amour de soi. C'est important parce que toutes les femmes et les hommes qui souffrent comme ça dans leur cœur, dans leur corps, parce qu'ils s'aiment pas. Ouais. On laisse faire des choses par manque d'amour et il faut se donner cet amour. L'amour, ça se cultive, ça se développe aussi, donc il faut célébrer tout ça et il faut s'aimer. Si toi-même tu ne t'aimes pas, déjà, comment veux-tu que les autres t'aiment? Comment les autres vont t'aimer correctement? Tu vas attirer à toi des mauvaises relations, des choses toxiques, parce que c'est des failles et les bourreaux vont Mmh. s'engouffrer dans ces petites failles. C'est sûr. Par rapport, à la chirurgie, pour recentrer un peu le sujet de l'épisode, j'ai pas l'impression que tu aies de difficulté à reprendre une hygiène de vie, finalement sport, alimentation équilibrée. Ça a toujours fait partie de tes habitudes? Bah, écoute, moi je te dis, moi ce qui me traumatisait, j'avais peur d'être fatiguée. Mais à la J+1, moi, j'étais dans les couloirs à l'hôpital avec mon petit drain à la main et je marchais. Tous les jours, je marchais. Mes enfants, quand ils sont venus me voir à l'hôpital, on a été dans la cour de l'hôpital, je marchais parce que je me dis: «Bah, plus je marche et plus les gaz seront partis et parce que le temps que ça se remette bien en place dans le bidon». Non, alors j'ai envie de te dire, ce qui a été le plus dur pour moi peut-être, c'est justement de me rester tranquille, quoi. Ouais. De ne rien faire. Pas que je ne faisais rien parce que je ne sais Oui. pas ne rien faire, mais pour dire: «Eh,
«Tranquille Sandrine, mollo l'astico, doudou loulou», tu vois? Pour moi, c'est ça qui a été le plus dur. Oui, je vois très bien. Ouais, de se poser. Tu vois, moi, il m'avait donné un arrêt de travail d'un mois, au bout du 8 jours, moi, je reprenais mes Oui. enfin, après voilà, c'est pas forcément très physique ou autre machin, mais Mmh. j'ai une copine qui m'avait dit, j'ai: «Ah mais tu sais, peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, je pourrais peut-être rien faire, peut-être que je serais couchée, je serais trop fatiguée». Elle fait: «Tu te fous de moi? Au bout de 3 jours, tu vas péter le feu». Je fais: «Non, mais tu te rends pas compte, c'est pas une petite opération quand même». Bah, elle avait raison, hein. Mmh mh. Bah, elle me connaît aussi en même temps, elle sait qu'il y a un tempérament. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut pas non plus en faire une généralité. Il y a des gens qui ont du mal, c'est fatigant, il y en a pour qui il en faut plus aussi. Ne vous comparez pas, hein, Ah aussi, beh hein, oui, bien sûr, bien sûr. chacun vit la douleur différemment, vit la chirurgie différemment, s'en remet, de manière différente. Bien sûr. C'est pas mieux qu'une autre personne. Là n'est pas le débat. Mais, oui, parfois on s'en remet beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait pensé, ça c'est sûr. Mais en fait, tu sais, moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est quasiment 2 ans de parcours, ça m'a permis vraiment de cheminer. Tu as cet avantage-là, oui, Moi, je reste persuadée que j'ai quand même bien galéré pour, le pré-op oui. et je pense que voilà, le post-op, il est plutôt cool. Du coup, ça a été un petit peu le retour de bâton de vivre le Ouais. post-op, ouais. Du coup, tu as peut-être eu le temps de faire, comme tu dis, tout le cheminement, donc de moins angoisser parce que tout le travail qui doit être fait avant, bah, tu l'as fait, en fait. Tu as pris le temps de le faire. Oui, bah, déjà, on m'a obligée à prendre le temps parce Oui. que la situation a fait que voilà. Pourtant, ça a été très compliqué, hein. La frustration, je peux pas t'expliquer les taux de frustration que j'ai pu avoir pendant tout ce parcours, c'était horrible, Ah, tu vois? j'imagine. Mais ça m'a permis aussi de bien comprendre, de bien peser le pour et le contre. Quand à un moment j'ai dit: «Non, je veux pas» et après il a fallu que je réfléchisse. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Pourquoi je fais? Donc expliquez-moi. OK, il y a ça, 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 ça et après tu sais jusqu'au jour J, hein, quand je suis descendue, au bloc, donc cette fois-ci, bon, j'avais demandé quand même à l'anesthésiste qu'il me charge bien la veille au soir et le matin parce que j'avais fait une crise d'angoisse au bloc pour mon anneau, pour mon retrait d'anneau. Je m'étais endormie en pleurant, Oui, en pensant que mes enfants, allaient être orphelins. oui, dur. Ouais, donc ça, j'ai dit: «Ça, c'est mort». C'est pour ça, ce qui est super important, c'est que ça m'a permis d'être pleinement actrice de mon opération Ah voilà, et je pense que ça, c'est primordial et je pense que c'est pour ça que j'ai cette chance et je suis très reconnaissante et j'ai conscience de ça. Je suis très chanceuse d'avoir des suites opératoires idylliques. Franchement, je sais que c'est une chance formidable et j'en ai conscience. Je suis arrivée au bloc, j'ai commencé un peu à stresser, tu vois? Quand tu arrives, là, on commence à t'installer, que ça commence à machiner et j'ai senti, tu vois, que ça commençait à monter et j'ai dit: «Non, merde, pas une deuxième fois». J'ai dit: «Non, je refuse. Mmh. Ah non, je vais pas me Mmh. rendormir en Mmh. pleurant». Donc j'ai dit: «Excusez-moi, c'est possible d'avoir un peu de musique?» D'accord. «Ah mais ouais», j'ai demandé, moi au culot, rien à voir, hein. «Ah OK, vous voulez quoi?» «Bah tiens, un petit zouk», mais la nana, elle connaissait rien. Et puis il y avait une nana, une autre fille, je fais: «Ah bah tiens, toi». Les autres, ils étaient tous morts de rire parce que Oh, tu dois savoir! bah ouais, la nana, elle est venue, on a discuté. Du coup, j'ai choisi une chanson que j'aimais, Marvin, donc c'est un zouk, tout va bien, tu vois, Oui, oui, oui. et je discutais avec elle, on discutait de showcase, d'artistes et cetera, parce que j'allais souvent avant danser dans des boîtes afro-antillaises et en fait, tu sais quoi? Oui, Je me suis endormie, ça commençait à tourner un petit peu, je me suis endormie paisiblement idyllique. et la façon dont tu t'endors, je pense que ça joue aussi sur ta façon de te réveiller. Ça joue sur le réveil. Ouais. Bah, bien sûr. Donc tu vois, mon retrait d'anneau, j'ai pas demandé, je savais pas, j'ai pleuré. La dame était gentille, elle me caressait la joue, mais je pleurais. Ouais, Tu vois, j'étais donc tellement mmh, angoissée que là, j'ai dit: «Non». Donc être acteur. ouais, ouais. En fait, voilà, moi je pense que chacun enfin voilà, faut vraiment prendre la responsabilité, faut vraiment avoir conscience que l'opération, c'est une aide formidable. Effectivement, ce n'est en aucun cas une baguette magique. Les mêmes causes auront toujours les mêmes effets. Donc si on ne change pas son hygiène de vie, et ben, on verra dans quelques années, bah, malheureusement, il y en a qui regrossissent. On peut regrossir avec une sleeve, on peut regrossir avec un bypass. C'est sûr. Donc ce qui fait, c'est qu'il faut intégrer cette nouvelle hygiène de vie. Moi, je sais que le sport pour moi est hyper important parce que déjà je me sens bien, je suis shootée, aux endorphines, donc voilà, je Puis au-delà de ça, on le fait pas juste pour la silhouette, c'est un bon moment, faut que ça reste un plaisir, ça fait oui, partie de bien ton sûr, c'est un moyen de décompression aussi, hein, exactement, un anti-stress formidable. mais bien sûr. Moi, je sais que je suis plus fatiguée si je fais pas de sport que si j'en fais. Ah bah et je confirme, pareil. Mais Ouais, oui, ouais, mais oui. Donc moi, c'est naturel. Je veux dire, pour moi, le sport, il est aussi naturel que se laver les dents, prendre sa douche. voilà. Après, on n'est pas obligé de faire des marathons, de soulever de la fonte, des trucs comme ça. Faites une activité physique, on s'en fout, bougez-vous, c'est tout. Juste bouger, voilà, Ouais. bouger, être dans le mouvement, voilà.
Tu as utilisé des méthodes particulières qui t'ont aidé dans cette espèce de reconquête d'estime de soi? J'ai envie de dire, j'ai l'impression que finalement tu l'as toujours eue, elle a juste été un peu inhibée à une certaine époque. Après, je travaille beaucoup sur moi. J'ai pris des coachings aussi, tu vois, j'ai été accompagnée par des pros, enfin voilà, je fais quand même aussi un gros travail, d'introspection, je lis beaucoup, je me forme, je m'informe, je suis quelqu'un de très, très curieuse et j'ai un côté très analytique, donc quand j'ai un sujet qui me touche, je vais le décortiquer. Donc, j'ai décortiqué les TCA, j'ai décortiqué les addictions, j'ai décortiqué les violences, j'ai décortiqué la chirurgie bariatrique. Moi, j'ai besoin de comprendre, il faut que ça fonctionne comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le cerveau en ébullition, continuellement. Si, oui, ça j'avoue. Ça j'avoue. Et du coup, tu aurais des petites références comme ça? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'a aidé? Des références de livres qui pourraient aider, les auditeurs, Bien sûr. que ce soit sur la chirurgie ou sur le développement de l'estime, la confiance? Dis-moi. Bah, moi déjà, bah, les livres de Ah Bourbeau, oui. parce que sur les blessures, parce que déjà c'est identifier les traumas de l'enfance, parce que déjà si tu as pas conscience de ça, comment veux-tu les travailler et comment veux-tu justement, les dépasser? Je mettrai d'ailleurs tous les livres que tu cites dans la description du podcast. Ouais, bah, tu as les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, tu as la guérison des 5 blessures, tu as la puissance de l'acceptation, enfin les Bourbeau franchement, écoute ton Ouais, corps, stop au régime. Après tu as aussi, j'aimais bien, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. oui, J'aimais bien aussi, il y avait, Louise Hay, La force est en vous, donc c'est des trucs un petit peu, tu sais, d'acceptation de soi, d'amour de soi, de se pardonner, des trucs comme ça. d'accord, Tu as aussi, la Bible, une grosse Bible, c'est, L'intelligence, émotionnelle de Daniel Goleman. d'accord. Ça, voilà, c'est les émotions parce que moi, il y a un truc qui m'horripile un petit peu, genre: «Contrôlez vos émotions, nanani nanana». L'émotion, c'est juste un message, hein. Il y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y en a qui sont agréables et d'autres qui sont moins agréables. Oui. La colère, la peur, c'est un message. C'est heureusement qu'il y a tout ça. Donc en fait, c'est pas à vouloir contrôler, il faut savoir les accueillir, il faut savoir les écouter et déchiffrer ce qu'elles veulent nous dire. Ouais. Quand tu arrives à travailler là-dessus, je peux te dire que ça change la donne sur beaucoup de choses et comme ça, tu es plus obligé de les manger tes émotions parce que tu les exprimes et moi justement avec mon livre, j'ai exprimé énormément de choses et ça m'a nourrie. Donc j'ai plus besoin de me nourrir, de me goinfrer, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, je vois bien, oui, oui. En fait, il faut s'armer de savoir finalement. Ouais, moi je trouve que la connaissance est un vrai pouvoir, clairement, bien sûr. Au-delà d'être acteur de sa santé, faire en sorte aussi de connaître la Mmh. maladie, de connaître, comme tu dis, les émotions, tout ça. Je Mais ne bien savais sûr, pas qu'il y avait, toi, d'émotions positives, négatives, déjà ça il m'a y en a pas, c'est pas positif, négatif, c'est agréable ou moins agréable, mais c'est pas négatif ou positif. C'est juste un message. d'accord. Au-delà de certains livres, tu aurais des personnalités, des choses comme ça qui t'ont aidé aussi, qui t'ont, je vais pas dire inspiré, je trouve pas le mot, qui t'ont apporté quelque chose sans le vouloir, quoi? Ouais, ou en le voulant, Oulah. je pense par exemple, à une coach, spirituelle. Oui. Alors moi qui étais complètement fermée, hein, qui était pas du tout, tu vois, enfin moi j'étais très terre à terre. Tu es mort, tu sais, j'étais vraiment très fermée à ce niveau-là. Mais bon, j'ai changé d'avis sur pas mal de choses. J'ai vu des choses qui m'ont fait changer d'avis et je pense par exemple à Lila Speranza, avec qui, bah, justement j'avais pris un accompagnement avec elle et puis après un accompagnement de groupe aussi avec elle. Donc elle, elle a changé quand même pas mal de choses dans ma vie. Je l'appelle c'est mon petit ange. Oh! C'est mon petit ange, bah, c'est une des 2 personnes qui a fait la préface de mon livre et voilà, elle m'a redonné quand même beaucoup confiance dans plein, plein de choses et surtout, en fait, de pas avoir peur de sa lumière. C'est pas notre noirceur, tu sais, je le marque justement à la fin de mon livre, la citation du coach Carter parce que vraiment ça me parle. Oui, oui, oui. Attends, je te le retrouve. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Et justement, ça maintenant, voilà, en laissant jaillir la lumière, en fait, parce que tu vois, par exemple, Lila, elle m'a parlé c'est avec elle que j'ai découvert le human design. Je connaissais pas Oui. et moi, je suis une projecteur. Voilà et donc voilà, c'est de la connaissance de soi. Donc voilà, donc elle m'a libérée sur pas mal de choses. Elle m'a Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est que le human design? Parce que je pense qu'il y a certains auditeurs qui connaissent pas. Ouais, alors le human design, grosso modo, pour faire simple, bon, c'est un mélange de différentes choses. C'est votre mode d'emploi, en fait. C'est le mode d'emploi de chaque personne, mais qui est vraiment lié à la date de naissance, à l'heure, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. Et il y a plusieurs sortes. Donc moi, le projecteur, c'est le rôle, on va dire, entre guillemets, de guide. D'accord. Et du coup aussi, ça me permet alors et bon, j'ai encore du boulot là-dessus parce que je m'écoute pas forcément toujours au niveau de mon énergie. Parce que nous, les projecteurs, on n'a pas forcément tout le temps des énergies, tout le temps continues et Mmh. et c'est ça aussi le problème, c'est que souvent je me repose pas assez. Donc il faudrait que je lève un peu le pied plus souvent.
D'accord. Le bypass va peut-être t'aider pour ça ou en tout cas, tu es Je suis obligé. pas sûre, hein, parce que j'ai une C'est copine, vrai? elle dit: «Mais Sandrine, mais ça va pas, tu as été opérée il y a 4 mois, tu t'en fais trop, tu vas tout le temps au sport». Mais foutez-moi la paix, je suis bien, je me sens bien, foutez-moi la paix, je suis pas malade, laissez-moi tranquille, je suis bien. Quand je suis trop fatiguée, je vais me reposer, tu vois? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la journée, elle était un petit peu chaude parce que je suis allée m'entraîner à la salle et après je suis allée faire des enregistrements de training Oui, pour, l'application, de sport adapté. elle n'arrête jamais. Bon là, j'étais un peu fatiguée tout à l'heure quand même. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser, tu as des événements à venir là sur 2024, tout ça? Ouais. Ouais? Dis-moi. Bah, déjà, ce que je dois terminer en priorité, c'est l'écriture de mon deuxième livre. Ouais, Alors qui ne concerne pas la gastroplastie et l'obésité, oui. qui concerne les violences parce que j'en parle dans mon premier livre et que j'ai énormément de Parce retours. que tu mènes différents combats, sur Ouais, différents, oui. donc j'ai donné la parole à des survivantes et cetera. Donc ça, j'aimerais bien qu'il sorte d'ici fin 2024. Après, bah, du coup, il va y avoir le troisième livre qui va parler de toutes mes péripéties jusqu'à mon bypass et beh, c'est bien parce qu'en plus j'aurai un petit peu de recul donc je saurai où Oui, enfin, on verra où on est donc ah, c'est oui, bien, c'est vrai. j'ai pris des notes à l'hôpital et tout et tout et Ah! tout, mais bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que dans ton livre, on s'arrête où tu apprends que la sleeve finalement va pas se faire. Enfin, tu te doutes que ça va peut-être pas se faire, donc ça s'arrête là. Ouais, tu as vu ça? Suspense! Attention! Et J'ai ouais. vu, j'ai vu! Ouais. Ben oui, parce que je savais pas si j'allais toujours avoir une sleeve, si Ouais, oui, ouais. quand? Enfin voilà, tu vois? Et entre-temps, bah, il y a eu presque 1 an et puis voilà. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente parce que franchement, je le vis super bien. Je me sens de mieux en mieux, enfin voilà, même au-delà des kilos perdus, c'est vraiment le truc le plus fou, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Oui, Tu vois? Il y a les gens qui vont dire, moi, il y a pas de changement, je veux dire Sandrine, c'est qu'avant je me sentais emprisonnée dans un trop gros corps. ouais, En fait, j'étais emmurée. oui. Je vois bien, Tu vois, oui. j'étais emmurée. Bah, tu vois le dessin, la couverture de mon livre, Oui, oui, oui. c'est le fils de ma meilleure amie qui l'a fait. C'est vraiment ça, tu vois? C'était je suis enfermée dans ce gros corps. Ce gros corps, il avait une fonction. On Mmh, prend du poids, c'est pas par hasard, il a une fonction. Différente selon les personnes, mais il y a toujours une fonction et à un moment, il y a plus besoin de ça. mmh. Il y a plus besoin de ça. Et finalement, on n'est pas une autre Non, personne, on n'a pas forcément changé, on est la personne qu'on a toujours été à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur souvent on comprend pas, hein. L'entourage et tout, ils com «Tu changé». Non! non, mais c'est peut-être parce qu'on encaisse moins de choses et puis peut-être parce qu'on pense un peu plus à nous. Donc les gens, forcément, quand tu vas pas dans leur sens, bah, tu as changé, on te reconnaît Heu, plus. Mais moi, comme j'envoyais déjà bouler les gens quand j'étais grosse, ça change pas. oui! Moi, j'envoyais déjà bouler, C'est donc finalement ça change pas grand-chose. ouais, c'est vrai que moi, ça m'a valu quelques déconvenues. Il y a beaucoup de personnes, du coup, j'ai pardonné aussi parce que je comprends, qui n'ont pas compris que finalement, il y avait peut-être un espèce de rôle qui était avec le surpoids et que c'était pas moi. Mais bien Voilà, sûr, ça va être la bonne copine, ça va être la qui va jamais dire non, qui va mais bien sûr, voilà. mais bien sûr. C'est là où tu te dis: «Bah, finalement, c'était pas les bonnes personnes». Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on n'était pas vraiment avec toi pour ce que tu étais, mais peut-être pour ce que tu pouvais apporter et du coup, tu vois? Mais ça fait le tri, C'est vrai, ça fait le tri, naturellement. Mmh. ça fait le tri. Soyons entourés de peu peut-être, mais des bonnes personnes. La qualité plutôt que la quantité. C'est pareil pour nous avec la nourriture maintenant. La qualité plutôt que la quantité, tout simplement. Eh bah, écoute, merci Sandrine. Je pense qu'on va en finir sur ces mots-là parce que ça fait déjà un long moment qu'on papote Oui. ensemble. Mais ça, je m'en doutais, hein. Je t'ai dit: «Allez Céline, je vais essayer». Mais non, 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 je sais que c'est tellement intéressant. Enfin, j'adore, j'adore. En plus, c'est une facilité de parler de tout ça. C'est voilà, je comprends que tu fasses des conférences, des podcasts, tout ça parce Mais c'est important de partager ça. Moi, je sais que bon, je suis pas timide, je suis assez sociable, donc j'ai pas de difficulté à faire ça. Il y a des gens, ils sont très en retrait, mmh. ils ont peur du jugement, ils osent pas parler et ils sont en souffrance. Quand on commence à parler, à libérer sa parole sur ces trucs-là, et ben, ça va beaucoup mieux. Ah ouais. Donc moi, je me dis: «Voilà, bah, il suffit d'un mot, tu sais, le déclic dans ta tête, Eh, tu sais, voilà, et cetera». On a tous peur. Je veux dire, moi, j'étais traumatisée, j'ai dit non sur le bypass. Pendant des mois, j'ai bloqué. Moi, je suis une flippée de première. J'ai dit non. Et voilà, il faut en parler, et cetera. La peur est légitime. On a tous peur de mourir, on a tous peur d'avoir des problèmes. Mais comme je dis toujours, la peur, elle évite pas le danger. non. Elle empêche juste de vivre. C'est tout. Eh ben, écoute, c'est là-dessus qu'on va finir, Sandrine. Je rappelle que ton livre est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description de la légende du podcast ou sous la vidéo de la chaîne YouTube. Vous pouvez également directement contacter Sandrine sur son compte Instagram. Elle vous enverra d'elle-même son livre avec une petite dédicace. Je te laisse me rappeler ton pseudo sur Instagram, Sandrine, s'il te plaît. Alors sur Instagram, c'est Sandre-mum-boss. Bon, il changera, mais bon, pour l'instant, il va rester comme ça. D'accord. Et on peut
te consulter ailleurs que sur Insta? Instagram, sur Facebook, Sandre Pagecotte, Ouais, je te le donnerai. Sur TikTok, oui, après je suis engagée dans différentes causes, donc on peut me contacter aussi par le biais de l'association Imani, d'accord, où je suis bénévole engagée et qui lutte contre toutes les violences faites aux femmes. On fait pas mal de choses. bravo. Merci. Bon bah Sandrine, je te laisse. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lui mettre 4 étoiles, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et même sur ma chaîne YouTube Céline Sleeve. Quant à moi, bah, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée parce que là, vous ne savez pas, mais c'est le soir. Sandrine, merci encore à toi. Merci, j'ai adoré. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode du Poids des kilos. Je vous embrasse.